Bonjour, pareil. Bonjour. Tu connais le petit problème de notre ami Serge. Il a fait un amplificateur à transistor et il a regardé des signaux, il s'est posé des questions et je lui avais promis de se référer à toi pour expliquer un peu le principe des transistors pour qu'il puisse un peu interpréter ce qu'il a à faire. Alors comment tu pourrais définir simplement un transistor? Donc là, tu parles de transistor de BJT, n'est-ce pas? Oui, un transistor bipolaire. Exactement, oui. Donc, premièrement, il faut penser que les transistors comme application principale sont utilisés pour les amplificateurs, principalement. Peut-être on peut les utiliser aussi comme des interrupteurs. Maintenant, on peut les utiliser pour d'autres fins aussi, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux applications. Donc, un transistor, la première chose qu'il faut penser, c'est que on fabrique les transistors à partir des semi-conducteurs. Donc il y a trois semi-conducteurs, il y a deux jonctions entre les trois semi-conducteurs. On peut mettre des semi-conducteurs NPN, c'est-à-dire du type NPN, ou bien du type PNP. Mais la plupart du temps, on va utiliser le NPN. C'est vrai que dans certaines applications, on a besoin d'utiliser les deux types de transistors NPN, PNP en même temps, simultanément. Donc c'est l'équivalent de deux diodes en quelque sorte. Et en fin de compte, il y a deux diodes qui sont mis dos à dos. D'accord. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que une des diodes est en polarisation directe et l'autre diode est en polarisation inverse. Mais par contre, d'après ce qu'on a appris à date sur les diodes, on penserait que la deuxième diode ne va jamais conduire parce qu'elle est en polarisation inverse. Mais une des caractéristiques du transistor, c'est que même si la diode est en polarisation inverse, il va faire conduire la diode et il y aura un grand courant qui va circuler dans le sens inverse. C'est ça l'idée d'un transistor. Okay, donc, si on regarde le transistor, principalement, c'est une amplification par transfert. Okay. Donc, il y a trois électrodes. Il y a la base, l'émetteur et le collecteur. Okay. Donc, le collecteur, c'est lui qui va collecter les particules, disons, les électrons libres ou bien les trous. Okay, donc, l'émetteur, c'est lui qui va émettre ses charges. Et puis la base, semblablement, c'est elle qui va contrôler. L'idée, c'est d'avoir un petit courant dans la base, et ce petit courant-là va être amplifié entre l'émetteur et le collecteur. Donc, l'émetteur, une des caractéristiques de ces transistors BJT, c'est que l'émetteur est fortement dopé. La base, et ça c'est très important, doit être très étroite et légèrement dopée. Et le collecteur qui va collecter, ça peut être un élément qui va être moyennement dopé. Donc ce qui est le plus important à ne pas oublier, c'est que très étroite, et on va voir pourquoi très étroite, et deuxièmement, légèrement dopé, c'est-à-dire l'impédance ou bien la résistance est très, très grande pour la base. Donc si on regarde le fonctionnement d'un transistor BJT, c'est que il faut analyser avec des semi-conducteurs. Cela veut dire qu'il y a trois zones. Le type, par exemple, si on prend le type NPN, il y a le N et le P, il y a une zone d'appauvrissement entre ces deux semi-conducteurs, c'est-à-dire il y a une jonction, il y a une autre jonction entre la base et le collecteur. Donc, ce qui arrive, c'est que je vais rentrer beaucoup plus en détail en classe pour expliquer le fonctionnement du transistor, parce que ça demande un certain temps pour pouvoir expliquer ce fonctionnement. Mais tout ce qui est important à se rappeler, c'est que les électrons libres ne vont pas pouvoir traverser la première jonction, c'est-à-dire entre l'émetteur et la base, à cause de cette présence de ce potentiel, barrière de potentiel. Donc pour pouvoir surmonter cette barrière, il faut mettre une tension, une polarisation directe entre l'émetteur et la base. Maintenant, lorsqu'on met une polarisation directe, les porteurs majoritaires vont pouvoir traverser la barrière. Et arriver dans la base, ils ont deux choix. Soit qu'ils vont aller dans la base, ils ne peuvent pas aller normalement dans le collecteur, mais par contre, les porteurs majoritaires qui étaient dans l'émetteur deviennent des porteurs minoritaires dans la base. Et dans la base, si on regarde la jonction, il y a un champ électrique qui va attirer par exemple ces électrons libres, qui étaient des porteurs majoritaires qui sont devenus des porteurs minoritaires. Ils vont être attirés vers le collecteur parce que
la base est très étroite, ils n'ont pas le temps de se recombiner. En plus, ils ne peuvent pas aller dans la base parce que la base a une résistance qui est très grande parce que c'est faiblement dopé. Ok, donc principalement avec un transport, on va avoir 3 zones d'opération, ou bien le mode d'opération qu'on appelle. Il y a la zone qu'on appelle saturée et la zone bloquée. C'est dans ces 2 zones-là que le transport va agir comme un interrupteur. Et il y a la zone qui est la plus importante, qui est la zone active. Dans cette zone-là, le transport va agir comme un amplificateur. Dans cette zone, la base et l'émetteur, c'est en polarisation directe, et le collecteur de la base est en polarisation inverse. Alors, dans la zone de saturée, les 2 diodes sont en polarisation directe, et dans la zone bloquée, les 2 diodes sont en polarisation inverse. Maintenant, il y a une question de courant, donc il y a plusieurs courants qui sont mis en jeu. D'après la loi de Kirchhoff relative au courant, on sait que le courant dans l'émetteur, c'est le courant qui provient du collecteur et qui vient de la base aussi. Donc, IC plus IB va être égal au courant IE. Mais la plupart du temps, on va voir que le courant IB est très très faible, le courant de contrôle. Donc, on va supposer dans ce cours-là que le courant IC est approximativement égal à IE. Donc, dorénavant, on ne va plus parler de IE, on va juste parler de IC, tout en se rappelant que IC est égal à IE. D'accord. IB est négligeable. IB est négligeable. Donc, n'oublions pas que notre but, c'est de trouver, par exemple, dans le cas de l'amplificateur, le gain de tension qui est égal à la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc, il y a l'impédance d'entrée de l'ampli, l'impédance de sortie de l'ampli, et le gain de courant. On peut démontrer que le gain de courant est facilement calculé si on connaît le gain de tension et la résistance d'entrée de l'amplificateur. Par exemple, on peut dire que le gain de courant est égal au gain de tension multiplié par la résistance d'entrée divisée par la charge. Donc ça, c'est une formule qui est standard, qui peut être appliquée pour n'importe quel amplificateur. Ah, ça c'est bon. Donc, essayons de voir maintenant un exemple. N'oublions pas que le gain de l'amplificateur va vraiment dépendre des caractéristiques qu'on a fait au niveau du transistor, c'est-à-dire de la configuration qu'on a préparé le transistor. Du montage qu'on a fait. Et ces montages-là, on va voir plus tard dans une autre vidéo. D'accord, parfait. Merci, David. Merci.